Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Avant de commencer, petite information, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, un hors-série sur la nuit de cristal est en cours de réalisation. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu que les troupes allemandes ont pénétré dans les Sudètes et que suite à un ultimatum polonais, les Allemands ont expulsé des Juifs polonais vivant en Allemagne. Et nous allons reprendre là. Le 2 novembre, arbitrage de Vienne. L'Allemagne et l'Italie imposent à la Tchécoslovaquie de céder les territoires demandés par la Pologne et la Hongrie. Ce qu'il en reste, Bohême, Moravie, Slovaquie, se voit imposer par Berlin un gouvernement pro-allemand. Cela engendrera des affrontements entre civils polonais et civils slovaques. À cette même date, le colonel Rommel est nommé à la direction de l'académie de guerre de Wiener Neustadt, au sud-ouest de Vienne. À cette même date également, rapport français. Une importante activité règne actuellement dans l'armée allemande, qui paraît entrer dans une nouvelle phase de réorganisation et de développement. La création de régiments de fusiliers portés est peut-être l'indice de la mise sur pied prochaine de nouvelles grandes unités motorisées ou mécanisées. Concentration entre les mains d'un seul représentant de la Wehrmacht de toutes les questions militaires ayant un rapport plus ou moins direct avec l'économie nationale allemande. C'est un nouveau pas sur la voie de l'organisation totalitaire du Troisième Reich, facilitant la production des armements en temps de paix et la préparation pour le temps de guerre de la mobilisation économique de la nation. Le 6 novembre, à Weimar, lors d'un discours, Hitler déclare que l'Allemagne désire qu'une chose, travailler dans le calme. Il attaque avec véhémence les fauteurs de guerre, notamment Winston Churchill. Il dit « Pour désarmer l'Europe, il faut désarmer les esprits ». Le 7 novembre, à Paris, Herschel Grispan se rend à l'ambassade allemande de Paris et tire sur un diplomate, le troisième secrétaire, Ernst von Rath, 29 ans, et le blesse grièvement. Grispan, par ce geste, veut protester contre la déportation de ses parents dans le no man's land entre l'Allemagne et la Pologne. À cette même date, la presse allemande adopte une position menaçante vis-à-vis des Juifs vivant en Allemagne et annonçant, conformément aux recommandations du ministère de la Propagande, qu'une offensive de la juiverie mondiale aurait des conséquences imprévisibles pour les Juifs d'Allemagne. Des actes antisémites sont signalés dans le pays. Jusque-là, rien d'anormal par rapport à d'habitude. Le 8 novembre, à Munich, dans un discours, Hitler déclare que pour réaliser un rapprochement avec l'Angleterre et la France, il ne reste plus à l'Allemagne qu'à obtenir la restitution de ses colonies. À cette même date, toujours à Munich, Himmler tient son discours annuel devant les Gruppenführer SS. Il évoque la question juive. Dans les 10 prochaines années, il faudrait se préparer à des confrontations constantes. Et il faudrait donc suivre au combat idéologique contre l'ensemble de la juiverie, la franc-maçonnerie, le communisme et l'Église du monde entier. Il rajoute « Je considère les juifs comme le moteur de la source de tout ce qui est négatif. En Allemagne, le juif ne peut plus se maintenir. C'est une question d'années. Nous allons de plus en plus les expulser avec une implacabilité sans précédent. » À cette même date, tentative d'attentat contre Hitler. Je ne dis pas tentative d'assassinat, mais bien tentative d'attentat parce que celui-ci n'a pas lieu. En effet, un certain Maurice Bavot, Suisse de 22 ans, dessinateur industriel de métier, a pour objectif d'abattre Hitler. Ce monsieur suit depuis 1936 des études de théologie pour devenir missionnaire. Il rejoint un séminaire en Bretagne où la vie est trop spartiate pour lui. Lorsqu'il quitte ce séminaire, il a pour objectif d'abattre Adolf Hitler. Un certain Marcel Gerboé, qui est avec lui dans le séminaire, encourage Maurice Bavot dans son idée d'abattre Adolf Hitler et lui donne de l'argent. Ce Maurice Bavot se rend ensuite, je vous épargne les détails, il rentre
chez lui, après il repart vers l'Allemagne, et lorsqu'il est dans la région du Berghoft, il n'arrive pas à accéder à Hitler parce qu'il ne le voit passer qu'en véhicule. Il décide de se rendre à la cérémonie à Munich, où Hitler, comme vous le savez, refait le trajet du putsch de 1923. Un certain Sonstinger lui procure une carte d'honneur pour accéder à la tribune des journalistes. En effet, Bavo se fait passer pour un journaliste suisse et Sonstinger ne vérifie pas les papiers de Bavo et lui fournit une carte. Bavo se situe au 3e rang de la tribune. Il voit Hitler déposer une couronne de fleurs dans le sanctuaire des martyrs, mais renonce à lui tirer dessus. Bavo dit qu'il n'a pas renoncé par peur, mais il a constaté qu'il n'y arriverait pas. En effet, il est très loin de sa cible et il est surpris par la foule. La foule est surexcitée à la vue de Hitler, ça crie, ça bouscule et ça lève le bras pour faire le salut hitlérien. De plus, il se dit que forcer le passage pour arriver près de Hitler est impossible. Les SS sont beaucoup trop nombreux, ils seraient rapidement neutralisés. Mais ce recul n'est nullement un renoncement, bien au contraire. Pour information, vous pouvez voir sur la photo le genre de pistolet qu'a en possession Maurice Bavo. C'est un petit pistolet qu'il a pris pour facilement le dissimuler. Donc généralement on dit que c'est un pistolet de femme parce qu'il tient dans un sac à main. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il faut vraiment être près de sa cible pour pouvoir avoir le résultat recherché. Le 9 novembre également, rapport français. Une campagne de propagande militaire a été déclenchée à la radio et dans la presse pour convaincre l'Allemagne et l'étranger de la supériorité incontestable de la puissance militaire allemande. En réalité, il est inexact de prétendre que le peuple allemand était moralement prêt à faire la guerre en septembre, que la moitié des divisions étaient motorisées ou blindées, que les fortifications tchèques étaient absolument achevées, que la frontière occidentale de l'Allemagne était déjà inviolable en septembre. À cette même date, Hitler apprend la mort de Herschel et autorise Goebbels à lancer des exactions contre les biens juifs, sous prétexte de manifestations spontanées du peuple. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, plus précisément à 3 heures du matin, l'événement connu sous le nom de la nuit de cristal commence. Donc félicitations aux vainqueurs du sondage. Très peu de personnes ont répondu 3 heures du matin. La majorité des gens ont répondu 21 heures. Là aussi, c'est à cause d'Hollywood et de certains documentaires. Comme dit, personne ne précise l'heure, mais quand nous voyons les films ou les documentaires, nous pensons que cela a eu lieu toute la nuit et que des gens étaient dans la rue à regarder ce qui se passe, alors qu'à 3 heures du matin, vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais pour plus de précision, voir le hors-série à venir. Les conséquences de la nuit de cristal sont 7500 magasins dévastés, 267 synagogues pillées et incendiées, 91 juifs assassinés, 25 000 juifs arrêtés et envoyés en camp de concentration. La plupart des juifs arrêtés seront relâchés peu de temps après, mais là aussi, voir le hors-série parce que d'un historien à l'autre, les chiffres changent. Le 10 novembre, Rudolf Hess demande à tous les Gauleiter d'empêcher que d'autres excès se produisent. À cette même date, Himmler interdit aux juifs allemands de détenir une arme. À cette même date, Goebbels donne l'ordre à la presse de préparer psychologiquement la population allemande à la guerre. Le 12 novembre, Göring, furieux des dégâts matériels et économiques causés par la nuit de cristal, organise une réunion au ministère de l'Air où ont été convoqués tous les partis concernés par le problème juif. Göring a l'idée de demander aux juifs de payer une amende de 1 milliard de Reichsmark. Une grande partie de cet argent sera donnée par l'argent mis de côté par les accords Avara. Göring se vantera d'être un alchimiste de génie puisqu'il a su transformer du verre de gris, Grützmann, homophone de Grispan, en or. À cette même date, rencontre orageuse entre Hitler et Goebbels. Hitler interdit toute manifestation spontanée, affirmant que ce n'est pas par des pogroms que le problème juif sera solutionné. Là aussi, vous verrez dans le hors-série que le plan d'origine devait être un peu plus soft
et que c'est complètement parti en n'importe quoi. À cette même date, nouvelle tentative d'attentat contre Hitler. Maurice Bavaud se rend au Führerbau, le bâtiment du Führer. Il a dans ses poches son pistolet et 2 lettres de recommandation contrefaites. Une de Pierre-Étienne Flandin, ancien président du Conseil français, et une de Pierre Tettinger, député français. En effet, Maurice Bavaud a écrit lui-même les lettres et a falsifié les signatures. La lettre dit « Ayez l'obligeance, je vous prie, de bien vouloir recevoir monsieur Maurice Bavaud. Je lui ai confié un pli qu'il vous remettra en main propre. Il s'agit d'une communication essentiellement privée, bien qu'il soit question de politique. Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de toute ma considération. Pierre Tettinger, député de Paris. » Là encore, il n'arrive pas à ses fins, il est courtoisement éconduit. Maurice Bavaud, n'ayant plus d'argent pour rester en Allemagne, décide de rentrer à Neufchâtel. Il fraude le train et il est contrôlé et arrêté pour fraude et port illégal d'armes à feu, et il est remis à la Gestapo. On retrouve en plus dans ses affaires des lettres de recommandation falsifiées destinées à Hitler. De novembre à février, Maurice Bavaud déclare qu'il voulait rencontrer le Führer et que son pistolet lui sert de défense personnelle. Mais sa détention est terrible, il est torturé par la Gestapo et mis à l'isolement dans une cellule sans fenêtre, pieds et mains liés jour et nuit, avec privation de sommeil et de nourriture. En février, il change de version et dit que l'arme, c'est pour lui, se suicider, parce qu'il ne trouve pas de travail et qu'il aime Hitler. Donc quand il dit aimer Hitler, c'est en tant que idole, c'est pas en tant que homosexuel. Il finit par craquer et avoue que ses intentions étaient de tuer Hitler. Pour information, le 18 décembre 1939, il est invité à comparaître devant le tribunal du peuple. Il déclare avoir voulu sauver le catholicisme et l'humanité d'un dangereux tyran. Mais il précise qu'il a renoncé à son acte et réclame l'indulgence des juges. Il est condamné à mort. Les Allemands ont bien cherché à échanger Bavaud contre un espion allemand détenu en Suisse, mais le département militaire suisse refuse. Le mercredi 14 mai 1941, Bavaud est exécuté par décapitation. Le 9 avril 1943, c'est au tour de Marcel Gerboé d'être exécuté en tant que complice. Après la guerre, le père de Maurice demande la réhabilitation de son fils. En décembre 1955, le tribunal de grande instance de Berlin annule le verdict du tribunal du peuple et condamne Maurice à titre posthume à 5 ans de prison, sur le fait que Hitler reste un humain et qu'il n'existait pas de motif justifiant l'acte de Bavaud. Le père de Maurice réclame une nouvelle fois une révision du procès et en février 1956, Maurice est acquitté et libéré à titre posthume. Le gouvernement allemand est condamné à verser une amende de 40 000 francs à la famille de Bavaud. Voilà pour les informations concernant ces tentatives d'attentat. Le 15 novembre, les enfants d'origine juive sont exclus des écoles allemandes. À cette même date, le président américain Roosevelt rappelle son ambassadeur à Berlin pour obtenir des précisions sur les troubles antisémitiques du Reich. Les Américains annoncent qu'ils sont prêts à accueillir 30 à 40 000 émigrants juifs d'Allemagne et ils ont l'intention d'exercer leur influence auprès des républiques sud-américaines pour qu'elles facilitent l'immigration des juifs de nationalité allemande. Il y a également des discussions pour la création d'un foyer israélite dans les parties les moins peuplées de l'Empire britannique. À cette même date, en Espagne, dissolution des brigades internationales combattant du côté des républicains. Ceci est l'événement qui marque le début de la fin de la guerre d'Espagne. Le 17 novembre, funérailles de von Rath en présence de Hitler et de hauts dignitaires nazis. Le 19 novembre, Joachim von Ribbentrop réitère les exigences du Reich à propos de Danzig. À cette même date, en Italie, loi antisémite édictée par le pouvoir italien. Dénaturalisation des Juifs naturalisés après le 1er janvier 1919.
exclusion des juifs de l'armée, de la fonction publique, interdiction de mariage entre juifs et italiens. Le 22 novembre, rapport français. Les véhicules de réquisition auxquels les unités ont dû faire appel cet été se sont révélés impropres à tout usage prolongé dans le cadre des armées mobilisées. Aussi, un commissaire général plénipotentiaire pour la motorisation est-il chargé de normaliser les fabrications de l'industrie automobile. Désormais, celle-ci ne devra fabriquer qu'un certain nombre de types de véhicules satisfaisant tout aux besoins de la défense nationale en cas de guerre. Par exemple, la décision a été prise de réduire à 3 seulement le nombre des types de camions automobiles. Le 23 novembre, les lois de Nuremberg sont appliquées dans la ville de Danzig. Le 24 novembre, Hitler donne l'ordre à l'armée de se préparer à une guerre contre la Pologne pour la prise du corridor de Danzig. Le 28 novembre, rapport français. Hitler, très content de la Belgique, déclare qu'elle a compris son rôle. Les petits États neutres de l'Ouest doivent être prêts à défendre leur neutralité. Ils sont ainsi les plus sûrs garants de la paix européenne. Les Tchèques, d'après Hitler, n'ont rien à redouter de l'Allemagne, à moins qu'ils ne constituent une menace militaire quelconque contre le territoire du Reich. Mais en Europe centrale, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. C'est donc sur l'Europe centrale, Roumanie ou Ukraine que, d'après ces déclarations, doit s'exercer la prochaine menace allemande. Pour combler les déficits encore importants qui subsistent dans les cadres de l'armée active, le commandement allemand fait appel aux ressources de ses cadres de réserve. Certains sont admis à servir en situation d'activité par contrat d'1 an. D'autres sont autorisés à entrer définitivement dans les cadres de l'armée active après être passés par une école d'élèves officiers. À cette même date, interdiction aux juifs de fréquenter les cinémas, théâtres, concerts, musées et bibliothèques. Interdiction de se promener dans certains quartiers à certaines heures. On leur supprime les pensions et les retraites. Confiscation des permis de conduire, voitures, poids lourds. Refus de l'accès des stades, gymnases, bains-douches et piscines. Le 30 novembre, Mussolini revendique la Corse, la Savoie, Nice, Djibouti et la Tunisie. Pour ce mois de novembre, Goebbels nous dit beaucoup de choses et je vais me concentrer sur ce qu'il dit sur la nuit de cristal. Pour ce qui est de la nuit de cristal racontée par Goebbels, il faut le prendre avec des pincettes. Vous le verrez dans le hors-série, mais ce que Goebbels a entrepris lors de cette nuit n'a pas été accepté avec une grande joie de la part des dignitaires nazis. Mais à entendre Goebbels, on a l'impression que cela s'est bien passé et qu'après, il a pris de grandes décisions avec les dignitaires nazis concernant les juifs, alors que là aussi, il a été mis de côté. Donc, sur tout ce que dit Goebbels sur la nuit de cristal, à prendre avec des pincettes. On pourrait même croire que Hollywood ou les documentaires ont été influencés par ce que Goebbels raconte, mais cela n'est pas le cas parce que le journal intime de Goebbels était bloqué en Union soviétique. Alors Goebbels dit « Le discours du Führer Weimar était un nouveau et cinglant règlement de compte avec les fauteurs de guerre à Londres et à Paris. Avant tout, ceux-ci doivent être désarmés sur le plan des idées. Churchill fait là-dessus une réponse parfaitement stupide et vide de sens. Des vieilleries éculées. Le discours du Führer ne soulève donc pas précisément l'enthousiasme à Londres comme à Paris. À Paris, un juif polonais du nom de Grispan a tiré dans l'ambassade sur le diplomate allemand von Rath, le blessant grièvement. Il voulait venger les juifs. La presse allemande jette maintenant les hauts cris. Nous allons mettre les points sur les i. En Hesse, grande manifestation antisémite. On brûle des synagogues. Si seulement on pouvait déchaîner la colère du peuple. Le soir, à la Bürgerbrau, le Führer parle. Un discours fantastique. Une critique implacable et précise de Churchill, Eden et Duff-Cooper. Tout le monde est remué. Il les montre tous les trois totalement et durablement incapables de gouverner. Et c'est bien. L'Assemblée éclate en tempête d'applaudissements.
Par la suite, il parle de la marche de Hitler pour l'anniversaire du putsch. Il nous dit « L'état du diplomate allemand blessé par un juif à Paris est toujours très grave. La presse allemande se déchaîne. Eldorf fait totalement désarmer les juifs de Berlin. Il pourrait avoir envie de recommencer sur une autre cible. Moscou proclame de nouveau la révolution mondiale, sous la sage direction du grand Weltmarschall Staline. Mais tout cela sonne si creux. Moscou a complètement perdu son prestige pendant la crise tchèque. Elle ne saurait le récupérer par de belles paroles. Grande manifestation contre les juifs à Cassel et à Dessau. Les synagogues sont incendiées, des magasins saccagés. On annonce, dans l'après-midi, la mort du diplomate von Rath. Maintenant, c'est cuit. Je me rends à la réception du parti dans l'ancien hôtel de ville. Énorme agitation. Je présente les faits au Führer. Il décide. Laisser les manifestations se poursuivre. Retirer la police. Les Juifs doivent sentir, pour une fois, la colère du peuple. C'est justice. Je donne aussitôt les consignes correspondantes à la police et au parti. Puis je fais un bref discours en conséquence devant les dirigeants du parti. Tempête d'applaudissements. Tout le monde se précipite immédiatement sur les téléphones. Maintenant, c'est le peuple qui va agir. Quelques tièdes traînent les pieds. Mais j'ai tôt fait de relancer l'enthousiasme de tout le monde. Nous ne devons pas laisser ce lâche assassinat sans réponse. Il faut laisser les choses suivre leur cours. Le bataillon d'assaut Hitler part aussitôt pour nettoyer Munich. Cela se fait d'ailleurs sur le champ. Une synagogue est réduite en miettes. Je cherche à la sauver de l'incendie, mais je n'y réussis pas. Avec Wagner au go, je publie encore une circulaire précise où j'indique ce qu'il est possible ou impossible de faire. Wagner traîne les pieds et tremble pour ses commerces juifs. Mais je ne me laisse pas détourner. Pendant ce temps, le bataillon d'assaut poursuit son œuvre. Il fait même tout le travail. J'avise Watscher à Berlin de faire saccager la synagogue de la Fassadenstrasse. Il répond incontinent, honoré de cette mission. Prestation de serment de la SS devant la Feldermhalle. À minuit, très solennel et impressionnant. Le Führer parle à des hommes, et cela va au cœur. Je vais pour rentrer à mon hôtel lorsque je vois le ciel virer au rouge sang. La synagogue brûle. Là, personne ne sait encore rien. Nous ne faisons éteindre les incendies que si c'est nécessaire pour les bâtiments allemands du voisinage. Sinon, laissez brûler. Le bataillon d'assaut fait un travail terrible. Les dépêches arrivent maintenant de l'ensemble du Reich. 50 puis 75 synagogues brûlent. Le Führer a également ordonné d'arrêter préventivement 25 000 à 30 000 juifs. Cela suffira. Ils doivent comprendre que notre patience a trouvé ses limites. Goebbels poursuit. Wagner continue d'être un peu tiède, mais je ne relâche pas la pression. Watscher m'informe que la mission a été accomplie. Nous allons avec Schob au Künstlerclub pour y attendre d'autres nouvelles. À Berlin brûlent 5 puis 15 synagogues. La colère populaire fait maintenant rage. On ne peut plus rien contre pour cette nuit, et je ne veux rien faire non plus. Laissez courir. Schob est tout excité. Son vieux passé de bataillon d'assaut se réveille. Alors que je regagne l'hôtel, des vitres volent en éclats. Bravo, bravo. Dans toutes les grandes villes, les synagogues brûlent. Les biens allemands ne sont nullement menacés. Pour l'instant, il ne reste rien de spécial à faire. J'essaye de dormir quelques heures. Goebbels continue. Les premiers rapports arrivent de bonne heure au matin. Le déchaînement a été redoutable, comme il fallait s'y attendre. Le peuple tout entier est en ébullition. Ce mort coûte très cher à la juiverie. Ces chers juifs y réfléchiront à l'avenir, avant de descendre des diplomates allemands. Et c'était le but de l'exercice. Par la suite, hier, Müller au rapport sur les événements de Berlin. Ça a été tout à fait extraordinaire là-bas. Incendie sur incendie. Mais c'est bien ainsi. Je rédige un arrêté mettant fin aux opérations. Cela suffit maintenant. Laisser continuer, c'est courir le risque que la Ligue du peuple s'en mêle. Dans tout le pays, les synagogues ont brûlé. La juiverie doit payer cher ce bord.
Je fais mon rapport au Führer à l'Osteria. Il est d'accord avec tout. Ses idées sont tout à fait radicales et agressives. L'opération elle-même s'est déroulée impeccablement. 17 morts, mais aucun bien allemand n'a été endommagé. Le Führer entérine mon arrêté mettant fin aux opérations. Avec de petites modifications, je le publie aussitôt par voie de presse et de radio. Le Führer veut prendre ensuite des mesures très sévères contre les Juifs. Ils devront remettre par eux-mêmes leur commerce en état. Les assurances allemandes ne leur verseront rien. Le Führer veut ensuite exproprier progressivement les commerces juifs et donner en contrepartie aux propriétaires des papiers que nous pourrons à tout moment dévaloriser. Du reste, le pays a déjà recouru à des actes spontanés. Je donne des consignes secrètes à cet effet. Nous attendons maintenant les réactions de l'étranger. Le silence y règne provisoirement, mais le vacarme va assurément venir. Goebbels poursuit. Je téléphone à Heydrich. Le rapport de la police, pour l'ensemble du Reich, correspond à mes informations. Tout est ainsi en ordre. Il n'y a qu'à Brême qu'on en est venu à quelques excès regrettables. Mais ils se fondent totalement dans la grande opération. Je règle avec Heydrich la collaboration entre le parti et la police sur cette question. Par la suite, la situation s'est calmée dans l'ensemble à travers le Reich. À peine quelques incidents. Mon appel a fait merveille. Les Juifs peuvent m'être reconnaissants par-dessus le marché. Par la suite, je fais préparer des funérailles officielles pour le diplomate von Rath. Je rédige avec Inkel un décret interdisant aux Juifs de fréquenter les théâtres et les cinémas. Par la suite, Heydrich présente un rapport sur les opérations anti-juifs. 190 synagogues brûlées et détruites. Ça a bien marché. Conférence chez Göring sur la question juive. Vif affrontement autour de la solution. Je présente un point de vue radical. Funk est un peu mou et conciliant. Résultat, une contribution exceptionnelle d'1 milliard est imposée aux Juifs. Ils vont être exclus de la vie économique à très brève échéance. Ils ne peuvent plus tenir de commerce. Ils n'obtiennent en échange que des certificats à 3% sur le grand livre de la dette publique. Ils doivent couvrir eux-mêmes les dommages qu'ils ont subis. Les sommes dues par les assurances reviennent à l'État. Programmer encore toute une série d'autres mesures. En tout état de cause, on fait maintenant table rase. Je travaille en plein accord avec Göring. Il s'attaque au problème avec force. Je rédige un communiqué très sévère à destination de l'opinion publique. Cela fait l'effet d'une délivrance. C'est la grande sensation du jour. Ce mort revient très cher aux Juifs. Par la suite, commencez à dicter mon livre. 2e chapitre terminé. Adolf Hitler, un homme qui fait l'histoire. Je crois que ça va être grandiose. Par la suite, nous traitons en détail le problème palestinien dans la presse. Les Anglais n'aiment pas du tout ça. Les Juifs continuent dans le monde entier leur campagne de dénigrement, particulièrement en Amérique. Roosevelt fait une déclaration aussi stupide que sottement insolente à ce sujet. Mais personne ne veut prendre les Juifs, ne serait-ce qu'en protection. Je fais préparer une grande campagne antisémite par voie de presse, de radio et de meeting. Nous allons nous défendre. La campagne doit commencer dans une semaine. Par la suite, l'étranger continue à propos de la question juive. Mais la discussion a pris un tour résolument plus mesuré. Les Juifs se rendent bien compte à quel point ils se nuisent à eux-mêmes. Wachter a sévèrement saigné les Juifs de Berlin, recueilli plus d'argent que nécessaire. Le reste va dans la caisse du Reich. Réunion de la propagande au sujet de la question juive. Nous allons maintenant lancer une campagne longue et intensive. Avant tout, éclairer la bourgeoisie, non pas de façon ostentatoire et ponctuelle, mais par un travail de persuasion et de pénétration de longue haleine. C'est ce qui est le plus efficace, et tout va être mis en œuvre. Quelques tracts insultants contre moi, dont l'origine juive est facile à établir, me créent quelques tracas. Mais cela ne sert finalement qu'à renforcer la colère et la rage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.